Aujourd'hui, je vais tester la Garmin Virb Elite, qui est la caméra embarquée de chez Garmin. Je l'ai acquise suite à mon premier achat de la Forerunner 920, où j'avais déjà fait un test et donné des caractéristiques un peu plus détaillées. Et je l'ai acquise parce que, en réalité, j'avais déjà une GoPro Hero 3 Plus Black Edition qui était très intéressante. Simplement, comme cet été, j'en aurais besoin d'une deuxième. Je me suis penché sur les existantes, j'avais le choix à retourner sur une GoPro, et puis je me suis dit qu'avec le matériel Garmin que je possédais, je pouvais toujours utiliser cette fonctionnalité de coupler ma montre et tous mes capteurs NT+, sur cet appareil-là. Faut savoir aussi qu'en ce moment, ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie quasiment, et elle a bien baissé. 399, ça c'était le prix à la base. Aujourd'hui on la trouve à ce modèle là, je ne vais pas le dire précisément le site où je l'ai acheté, mais en tout cas c'est ultra compétitif dans la mesure où je l'ai payé 214 €. Frais de port compris, c'est quasiment du 45-50%. Donc le package il se présente comme ça, comme souvent chez Garmin ils mettent en avant le produit. Je vais tout de suite l'écarter pour montrer, alors j'avais mis ma montre dessous, pour montrer l'appareil. Donc ça se présente ainsi quand on le récupère, l'attache plate qui est livrée avec, tout ce que je vais présenter est livré avec. Ça se dévisse. Et voilà l'engin. Donc différente de la GoPro, beaucoup plus longue, pas forcément plus massif, parce qu'en profondeur, quand je détache ça, on vient mieux s'en apercevoir. En profondeur, en réalité, c'est à peu près la taille d'une GoPro. Je vais le présenter à côté d'une GoPro après. Je pensais que c'était, au vu des photos, assez volumineux. Pas tant que ça, si vous voyez. Dans ma main, ça prend un peu plus de ma paume. C'est pas vraiment gênant. C'est assez compact. Là, vous avez la batterie que l'on peut enlever en faisant ceci. Et sous la batterie, vous avez la carte mémoire qui n'est pas livrée avec, évidemment. Moi, j'en suis acheté une. Alors, il est conseillé d'avoir une classe 10 parce que c'est pour les données de transfert et d'enregistrement. J'ai pris une 32 Go puisque, de toute façon, c'est à peu près. Je peux faire à peu près 4 heures d'enregistrement, sachant que la batterie fait à peu près 3 heures. Je m'en suis acheté une deuxième de façon à avoir un potentiel de 4 heures, 4 à 5 heures d'enregistrement continu. Donc voilà, alors je vais présenter maintenant par rapport à une GoPro pour voir un petit peu la différence, et puis je vais revenir après sur tout ce qui est livré avec. Voilà les deux engins l'un à côté de l'autre. Comme on peut le remarquer en longueur, forcément c'est plus long. En profondeur, c'est pas nécessairement plus long. J'ai fait exprès de garder la protection, puisque de toute façon le caisson fait partie intégrante du principe que la GoPro est étanche, de la même façon que lui est étanche naturellement. Il n'y a pas besoin d'acheter un caisson supplémentaire. On peut, mais c'est pour aller dans les beaucoup plus profond, enfin pour faire de la plongée par exemple. Au niveau poids, effectivement la GoPro doit être légèrement plus légère, mais pas de grand chose, hein. Ça doit se jouer à 15 à 20 grammes. Si j'enlève ça, nécessairement ça sera plus le même poids et les mêmes dimensions. Ça va paraître tout petit à côté de la Garmin. Donc en effet là c'est plus fin, c'est plus court, et forcément au niveau hauteur c'est à peu près pareil, équivalent. Alors chez GoPro il y a 3 boutons. Ça c'est pour le Wi-Fi, c'est la Black Edition. Là c'est pour allumer, et ça c'est pour choisir les modes enregistrés. Ça se présente comme un mini appareil photo quoi. Alors que là le concept est un peu différent, beaucoup plus facile à prendre en main au niveau de la maniabilité.
Vous avez un écran embarqué, ça c'est drôlement intéressant, parce qu'on va pouvoir visionner et tout simplement, pour faire sa prise de vue, voir un petit peu ce que l'on filme, ce qui n'est pas le cas avec la GoPro, de base j'entends, hein, parce qu'après évidemment, on peut la coupler avec par Wi-Fi avec un téléphone portable. Mais de base, je veux dire par là, si je la mets par terre, je ne vais pas savoir ce que je filme, alors que là oui. On a un gros bouton qui va permettre l'enregistrement, ça c'est génial aussi parce que quand on a des moufles, quand on fait du ski par exemple, ou moi ce matin je suis allé faire un petit peu de trail et j'avais des gants, il faisait vraiment froid, c'est drôlement pratique, il n'y a pas besoin contrairement à ça, même si le bouton, je l'accorde, il est quand même assez gros, assez conséquent, c'est quand même nettement plus simple, hein, ça. Et puis après ça, ce sont des touches tactiles qui vont permettre de changer au bas, de changer les modes et valider. L'écran ici, la cellule, l'optique pour filmer, elle est bien protégée. Alors, je vais essayer de pas mettre mes doigts dessus, mais c'est quand même du solide. On sent que c'est quelque chose qui est assez résistant, hein. À l'arrière, on a deux ports. Le port pour recharger, ici, et un port HDMI. Évidemment, le câble HDMI, il n'est pas livré avec. Par contre, le port pour recharger, tout comme la Forerunner, il vous le livre comme ça, c'est-à-dire sans l'appareil qui va se brancher sur une prise secteur, quoi. Donc c'est encore le même principe que lorsque j'avais fait déjà la première vidéo sur la Forerunner 920. Je trouve que c'est un peu abusé de la part de Garmin, mais bon, ça doit être leur politique, j'imagine, pour tous leurs appareils. Voilà comment ça se présente. Donc le plus simple maintenant, ça va être de voir l'appareil à l'œuvre. Juste avant, je vais vous dire avec quoi c'est livré quand même. Donc vous avez cette fixation là plate, ça c'est pour se coller sur un endroit plan. Les fixations sont tout simplement à visser, hein, comme chez GoPro, et les autres d'ailleurs. On a un autre, même principe que celui-là, mais qui est incurvé, et que j'ai déjà fixé moi sur un casque d'escalade. Donc là, il est bien collé. Ça me permettra, lorsque je grimperai, de faire des petites vidéos. On a un prolongateur qui va permettre d'orienter différemment. Et on va avoir, ça c'est super intéressant, l'attache qui va permettre de fixer sur une GoPro. Alors oui, je l'ai pas ici, tout simplement parce que je l'ai déjà attaché moi sur un harnais de fixation. Et comme on voit, c'est celui de chez GoPro. Donc ce matin je suis allé courir et j'ai utilisé ce harnais là, pensant au début que ça allait pas le faire parce que évidemment la GoPro se fixe comme ça, alors que lui il se fixe comme ça, donc nécessairement beaucoup plus long. Et c'est pas réellement gênant en soi, il faut juste bien visser pour pas que ça, à cause du poids, ça part en avant, mais en réalité je pensais que ça allait être nettement plus pénible. Donc c'est livré avec ça. Et ça, c'est la fixation spécifique à GoPro, ce qui fait que on peut utiliser tous ces accessoires GoPro, ce que j'avais déjà donc, comme le harnais, avec l'appareil Garmin Vero. Comme pour la Forerunner, on a un petit guide de démarrage rapide ultra concis. Comme pour la Forerunner, on peut récupérer le guide qui doit faire une quinzaine de pages, alors qu'ici on en a 11, et encore 11 avec des informations pas forcément utiles à la fin, à télécharger et récupérer toutes les informations plus utiles. Je vais essayer de faire un maximum de tests, vous montrer tout ça et être assez précis sur l'utilisation et l'intérêt de cet appareil là. Voilà. Alors avant de passer aux enregistrements, je vais passer en revue assez brièvement tout ce que l'on trouve à l'intérieur de ce petit condensé de caméra. Là je l'allume pour vous montrer un peu la durée à laquelle l'appareil se met en activité. Voilà, donc là ça filme, enfin on voit ce que je suis en train de filmer, ce que je peux filmer pardon, en direct, voilà. Vous avez toutes les informations récapitulatives, j'ai juste fait haut ou bas. Je reviens sur le direct et là voilà. Donc là j'ai quoi? Je suis mis en rapide, ça c'était pour faire un test ce matin en narrow, c'est-à-dire en assez étroit, en zoom. Là c'est que j'ai fait 12 vidéos. Il me reste encore 3h16 d'enregistrement.
En mode photo, je me suis mis en 12 mégapixels tout simplement. Il existe un 16, mais tout simplement parce que c'est du 16 neuvième. Et le 16 c'est du 4 tiers, je préfère généralement le 16 neuvième. Puis bon, autant dire que du 12 mégas déjà c'est assez conséquent. J'ai fait 8 photos, ça c'est pour les tests que je montrerai après. Et je peux en faire jusqu'à 9411. Là, ce que l'on voit en dessous, c'est tout ce qui peut être capteur connecté. Donc là, il y a le capteur, il est en train de le chercher. Il est au-delà de 3 mètres, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas encore trouvé. Ce matin, je l'ai paramétré avec mon capteur NT+, cardiofréquence mètre. On a le Wi-Fi. Là c'est parce que j'ai pas allumé mon téléphone portable tout bêtement. On a un capteur de cadence au niveau du vélo, on a un capteur de puissance, de vitesse et on a aussi pour les températures. Et enfin celui qui est tout à droite, c'est parce qu'en fait c'est le logo de télécommande celui-là, parce que je l'ai couplé avec la Forerunner 920. Et c'est assez intéressant parce que, bon, même si le bouton là il est assez conséquent, en appuyant sur ça, quand on va démarrer son activité, lui va démarrer en même temps. Ce qui est quand même assez... ça peut être assez intéressant, même si je le dis, le bouton quand même il est assez costaud là. L'écran suivant, si j'appuie donc vers le bas, là on voit une espèce de mire qui correspond à un niveau. Et ça j'ai trouvé ça extraordinaire, bon, du moins super intéressant, parce que ça nous permet... si on veut filmer quelque chose sur un trépied ou en le posant sur une table ou quoi que ce soit, d'éviter d'avoir une vidéo qui serait instable ou pas vraiment cadrée. Ça, j'ai trouvé ça assez fortiche. Et là, on revient au mode de base. Donc ça, c'est juste pour la visualisation, c'est-à-dire la partie à gauche. Alors, je reviens pour vous montrer. À gauche, ça veut dire viseur. Ensuite, on a lecture. Là, ce sont les lectures basiques de photos et de vidéos, de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Le mode suivant, c'est le mode tableau de bord. Tableau de bord ou dashboard en anglais. Lui, il donne plein d'informations. Donc on a... Alors le premier écran, ça correspond à un compas. Un compas, pardon, ça c'est le mot anglais. Ça correspond à une boussole. La boussole, c'est... J'ai essayé à plusieurs reprises. C'est assez juste, sans être... bon, c'est comme pour les téléphones portables, c'est jamais à 100% fiable. Là, ce que l'on a, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la mise sous tension, tout en haut. À gauche, c'est l'heure qu'il est, 15h20. Et à droite, c'est l'heure à laquelle le soleil va se coucher, 17h58 aujourd'hui. Peut-être c'est intéressant à savoir. 226 mètres, ça c'est la distance que j'ai parcourue depuis que je l'ai allumé. Sachant que c'est pas non plus toujours très révélateur, parce que là j'ai juste fait 5 pas en avant et en arrière pour revenir et caler la vidéo, donc j'ai pas fait 226 mètres en réalité. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pareil, c'est un peu un gadget quoi. La flèche vers le bas et la flèche vers le haut, ça indique la descente totale, l'ascension totale. Le suivant, ça correspondrait à la vitesse actuelle, c'est-à-dire là 0 km/h, je me déplace pas. 3-4 c'est la vitesse moyenne et la vitesse maximale à laquelle j'ai pu le bouger, 10 km/h. Le suivant, 58 mètres, ça correspondra à l'altitude actuelle, donc on est à 58 mètres au-dessus de la mer, et à droite on aurait, les deux petits chiffres, c'est l'altitude maximale et minimale. Et en bas, c'est le graphique qui représente l'échelle de temps, depuis que je l'ai allumé. Et enfin le dernier ça correspondrait à la force G, c'est-à-dire la force d'accélération. Et après il y en aurait d'autres, que je n'ai pas là, puisque comme il me dit, il n'est pas connecté. Donc là j'aurais mon téléphone, mon Forerunner, si je l'avais à côté de moi. Alors là ce serait mon capteur NT+, qui n'est pas connecté, qui ne le retrouve pas. À côté j'ai mis comment retrouver le capteur accessoire et Virman Trotter. On va le rechercher. Et c'est ce qui va me permettre de contrôler l'appareil après via ma montre. Donc lui, je vais sortir du mode. Je vais regarder, est-ce que s'il ne le trouve pas, peut-être que c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas configuré.
Voilà, là il est en train de rechercher le capteur. Je vais dans télécommande, c'est normal, c'est parce que j'avais pas mis oui. Donc je vais faire échec, et là il l'a reconnecté, il l'a connecté directement, juste quand j'ai fait on. Donc ça veut dire que là, les deux ça parie. D'accord. Je peux choisir le mode d'enregistrement soit automatique, soit manuel. Démarrage du chrono, il va démarrer aussitôt là, ou manuel. C'est moi qui choisis en appuyant sur entrée. Si par exemple je fais ça et que je reviens voilà sur le viseur, ok. Donc vous allez voir qu'il va démarrer. Donc là la couleur, la lumière va changer de couleur. Donc ça je fais ok. Et puis donc pour mon démarrage de course, j'appuie là. 3, 2, 1. Petite icône qui présente la caméra. C'est parti. Et voilà, il est rouge. Donc comme moi, ouais, c'est mal fait dans la mesure où dès que je suis stoppé, il se met en pause. Donc il faudrait que j'enlève cette fonctionnalité là pour que ça puisse enregistrer en continu. Comme je disais, pour que la démonstration soit vraiment efficace, il aurait fallu que je désactive le fait que le chrono ne démarre que lorsque je me mets à courir. Comme là c'était statique, il a démarré et s'est arrêté quasiment aussitôt, d'où les 2 secondes 78. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'on peut le contrôler directement. Moi c'est ma dernière fenêtre, en montant vers le haut, j'arrive à ma dernière, Virb. Il me dit qu'il y a 80% de charge, qu'il reste 3h16 d'enregistrement, et donc là, si je fais entrer, il va se mettre à enregistrer. Et lui il passe rouge. Mais voilà, comme je suis statique, il s'arrête aussitôt. Il faudrait que je le fasse en... Ah non, ça y est, c'est bon, ça fonctionne là. Donc là il enregistre en continu. Et je fais pause et il va s'arrêter. Donc on peut utiliser sa montre comme télécommande. Bon intérêt. J'en viens maintenant aux différents réglages. Donc là c'était les télécommandes, le capteur dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme je disais, c'est la cadence, la vitesse, on a la température, on a bien sûr la carte de fréquence mètre. Donc moi n'ayant que ça, je l'ai synchronisé pour pouvoir l'insérer après dans les vidéos. La télécommande, je viens de vous le montrer. Le système, tout simplement, c'est pour me dire à quelle mise à jour j'en suis. Le Wi-Fi, ça va me permettre de me connecter avec mon téléphone. Et même principe que chez GoPro, pour ceux qui connaissent, on arrive à visionner directement comme le principe de l'écran, de visionner directement ce que l'on filme, ou regarder par la suite ce que l'on a filmé, ce que l'on a pris en photo. Là, je ne vais pas faire la démonstration. Vidéo, alors là, c'est la grosse partie, avec les différents modes qui existent, et je montrerai plutôt que de balayer ce qui existe, je montrerai à quoi ça va correspondre via des prises d'écran. Les champs de vision, même chose, je ferai ça, et en boucle, c'est si on veut systématiquement enregistrer. Enregistrement auto, ça c'est quand on veut programmer. Le microphone, là c'est si je veux entendre ce que je raconte. Et le format, NTSC ou PAL, nous chez nous c'est PAL, donc je l'ai modifié. Les photos, c'est un peu plus concis. Il y a, comme je disais, plusieurs résolutions, 16:9 et c'est du 4 tiers. 16:9, pardon. 16 mégapixels, mais c'est du 4 tiers. 12 mégapixels, c'est du 16:9, 8 mégas. Et voilà. On en a 3 possibilités. Donc moi, c'est celui-là qui m'intéresse. On peut faire des rafales. On peut choisir un retardateur. Et on peut choisir d'incruster à quelle heure, quel jour, etc. sur les photos. Ce qui est bon, c'était sympa en 1985, mais aujourd'hui ça fait un peu has-been. Correcteur d'objectif, ça j'en parlerai aussi, ça peut être intéressant pour certaines fonctionnalités. Le stabilisateur, ce matin j'ai justement fait le test du stabilisateur pour voir s'il y a un réel intérêt ou pas. Et ça c'est tout simplement comme chez Garmin, comme chez GoPro, c'est si l'on veut non pas enregistrer comme ça, mais si l'appareil il est comme ça. Tout simplement quand on l'a sur un casque, pour voir par-dessous l'écran. Et de ce fait, au lieu d'avoir une vidéo qui serait à l'envers, on choisit côté vers le haut ou côté vers le bas. Ça c'est côté vers le haut, c'est par rapport à l'écran. Côté vers le bas, ça sera ici. Et la carte, c'est pas la carte GPS, ça serait la carte mémoire. Donc on peut la formater tout bêtement, ce que je ne vais pas faire.
Et on est revenu au viseur. Donc on a fait le tour, on peut voir que c'est assez simple d'utilisation, beaucoup plus simple je trouve que sur chez GoPro, parce que l'écran est tout petit, et là c'est nécessairement un petit peu plus grand. La taille fait, alors ça je l'ai pas appris par cœur, c'est écrit 1,4 pouces. Voilà, c'est écrit au dos. 1,4 pouces, 205 par 148 pixels, chroma LCD, haute résolution. Et ça, c'est ce que l'on va parler tout à l'heure. Sachez que ça, c'est waterproof. Ça peut tenir une demi-heure dans l'eau, à quelques mètres. Mais si on veut aller plus loin, il faut acheter absolument le gros scaphandre, là, le truc qui l'entoure. Ce que je voulais faire juste avant des vidéos, enfin de montrer les vidéos, c'était comme j'avais fait avec la Garmin, voir un petit peu, enfin la Garmin, pardon, c'est une Garmin aussi, de voir un petit peu ce que ça donne au soleil. Alors, petit test au soleil pour voir un petit peu la réverbération et voir que on arrive à deviner ce qu'on filme, mais beaucoup plus difficilement que quand on est à l'ombre. Donc là, concrètement, je pense que c'est aussi pour économiser la batterie, mais c'est pas très simple de travailler avec un plein soleil qui va donner sur l'écran. Test pour voir ce que donne le rendu d'une vidéo en basse luminosité. Donc là c'est la fin du jour, là forcément je me suis mis dans une pièce sombre. Ce que je veux voir c'est quel est le rendu lorsque je suis vraiment dans un environnement plutôt sombre. Je recommence. Voilà, on va pouvoir voir la qualité de l'image comme ça. Au travers de cette image, on va essayer de voir les différents modes d'enregistrement. Donc j'ai compilé 4 photos d'écran, capture d'écran, fait à partir des différents modes. J'ai pris une fenêtre pour que ce soit assez visible par rapport à la dimension de la fenêtre. Donc c'est à peu près cadré pour la première, et puis on se rend compte que les autres sont un petit peu différentes, notamment la deuxième. Le premier mode 1080, c'est celui dont la résolution est le plus élevée, 1920 par 1080, c'est du 16/9, et c'est du 30 images par seconde. Le deuxième, c'est l'écran HD large. Celui-là, il est plus utile pour les prises en gros plan, et puis lorsqu'on prend un casque moto ou escalade ou quoi que ce soit, on voit un petit peu plus sur les côtés. Par contre, c'est du 4/3, donc c'est pour ça qu'il y a des bandes noires sur les bords, à gauche et à droite. Et on est en 48 images par seconde, donc un petit peu plus intéressant si on veut faire des ralentis. Ce qui est encore le plus le cas avec une HD rapide, puisque là on a du 60 IPS, et là on revient du 16/9, tout comme les deux suivants, HD Echo et HD ralenti. Le HD rapide, ça sera vraiment pour quand on veut faire des choses style du vélo, c'est vraiment intéressant pour ça. Le HD Echo, c'est quand on veut minimiser l'espace de stockage. Donc là pour le coup on a forcément une résolution un petit peu moins bonne en 30 IPS. Et puis l'HD ralenti, c'est faire des prises de vue à la main qui seront lues par la suite au ralenti. Et là, sachant qu'il n'y a pas de son, c'est du 60 IPS. Et il y a le super ralenti, alors là c'est encore plus le cas. Et là pour le coup on est sur du 120 images par seconde. Mais donc c'est la lecture se fait au 1/4. Au travers de cette autre photo, cet autre montage, toujours à partir de capture d'écran de tests vidéo, je vais mettre en avant les différents paramètres du champ de vision. Donc on a 4 vues différentes, normal, classique, qui est avec le 1080 d'origine. Le plus large, un zoom x2 et un ultra zoom x4. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que on resserre au fur et à mesure le champ de vision, plus on va vers l'ultra zoom. Ce qui apparaît à peu près logique, mais ce qui aussi améliore l'image, puisque pour la dernière, on n'a plus du tout la sensation de voir quelque chose de déformé. Ça sera utile pour avoir un champ de vision assez lointain, puisque forcément sur les côtés on voit plus grand chose, enfin moins de choses du moins. Et ça c'est utilisé pour des vidéos longue portée, par exemple quand on veut courir, faire du vélo. L'ultra zoom est très recommandé, et c'est pour ça aussi que le stabilisateur se met directement en ultra zoom. C'est automatique, dès qu'on met stabilisateur on, c'est l'ultra zoom x4. Le zoom x2, ça serait pour de la moyenne portée, donc ça peut être intéressant aussi. Le large, lui, l'intérêt c'est quand on a des espaces ouverts.
ou alors de la courte distance. Et puis le normal, c'est pour beaucoup d'occasions, mais comme on le voit, ça déforme quand même pas mal l'image. Donc souvent, l'utilisateur lambda va l'utiliser en normal, alors que finalement l'ultra zoom ou le zoom tout court pourrait être assez intéressant pour de nombreuses pratiques sportives notamment. Alors j'ai réalisé un montage en pratiquant 2 tests avec le mode normal en 1080 avec stabilisateur et le second en mode HD rapide sans stabilisateur. Chacun se fera sa propre opinion. Maintenant on remarque quand même que ça bouge davantage en bas sans stabilisateur. Bien que il y a du 60 fps et donc il y a une meilleure fluidité du mouvement. Ce qui est à peu près. Alors on va voir en pratique là comment s'utilise le logiciel qui s'appelle le Verb Edit. Il va nous transférer donc les vidéos, ça c'est assez simple lorsque l'on branche le câble USB dans l'ordinateur. Et après on fait créer une vidéo. On va choisir le nom de la vidéo, par exemple Trail février, créer la vidéo. Là on va glisser déposer des enregistrements. J'en ai pas sélectionné particulièrement. Je peux prendre la 27 là. À côté s'affichent aussitôt les données de GPS, c'est-à-dire que là j'ai la Garmin Elite, elle enregistre un maximum de données, l'altitude, la vitesse, la cadence. Si elle est couplée avec un cardiofréquencemètre, aussi le battement, les BPM. Et ça on va le voir s'afficher au fur et à mesure de la progression de la vidéo. Là elle dure 5 minutes 12, j'estimerais peut-être que c'est un peu beaucoup, donc je vais choisir de la couper. Alors pour cela, je clique sur la vidéo, en dessous je vais avoir différentes propositions, modification, transition, musique, titre et les recouvrements. Alors je ne vais pas quand même faire un tuto complet par rapport aux transitions, la musique et du titre, ça c'est du classique pour les logiciels de montage vidéo. En revanche, pour le recouvrement, ça peut être utile. Donc couper, tout simplement, ça va être rogner vers la gauche ou vers la droite. Par exemple là, je lance la vidéo. Le début, je le trouve utile. Et puis, supposons que je veuille m'arrêter au bout d'une minute. Je vais avancer un peu. Une minute, ça nous amènerait à peu près par là. Ouais. J'arrive vers des habitations, ça peut être un peu moins intéressant. Je coupe ici. Donc dans ce cas-là, je fais rogner vers la droite. Et il va me rester plus que mes 1 minute 11 et on voit le plan ici. Je vais utiliser maintenant certaines spécificités, à savoir l'utilisation de calques, qui s'appelle le recouvrement. Et là, il en existe un paquet. En position, on a les grands, les moyennes et les petites incrustations. Les grandes, dans une vidéo, je vais utiliser celle-ci, vitesse-altitude. Je peux très bien changer pour prendre par exemple la cadence et l'altitude ou la fréquence cardiaque et l'altitude. La fréquence cardiaque et l'altitude, supposons que ça m'intéresse, je les mets ici. Je le déplace où je veux, au bon me semble. Sachant également qu'il y a des modèles qui existent préétablis. Donc par exemple celui-là, si je clique, bah oui, ça va écraser, c'est pas grave. Là j'ai le freinage, l'accélération, la force, mon segment et puis ma vitesse en km/h, sachant que le logiciel, quand il est installé la première fois, tout est en miles et les données ne sont pas métriques également. Ça se déplace, tout comme ça, même si c'est quelque chose qui est un modèle. Voilà. Et sachant qu'on peut aussi modifier la couleur de ça. Donc là, pour ça, il faut aller dans Aspect. Couleur de la nuance, eh bien, on peut choisir. Jaune, si on veut. Enfin, peu importe. C'est vraiment ce qui nous intéresse. La couleur de l'arrière-plan, ben, ça va être pas très joli si on met une couleur un peu trop flashy. Noir. Ou à moitié, non, noir, ça sera parfait. Et on peut voir à peu près ce que ça peut donner. Suffit de lancer
Si ça vous convient, là j'ai pris un modèle au hasard évidemment, hein. Il y a une pelletée de modèles, et puis évidemment les jauges, j'ai pas tout présenté, mais c'est pareil, il existe plein de possibilités. On peut mettre aussi les battements cardiaques hein, en fonction du capteur là. On peut même incruster des logos si ça nous fait plaisir, qu'on va y mettre que c'est Garmin qui est issu de cette réalisation. Les puissances déployées par un capteur de puissance, par un capteur de température, bref, c'est assez exhaustif. Et à la fin, quand on a réellement achevé ça, comme ça nous convient, puisqu'on peut mettre d'autres vidéos les unes après les autres, faire des transitions, etc., il n'y a plus qu'à exporter ou partager. Donc exporter en haut à droite, si je clique, il va me proposer différents types de résolution. Moi je l'ai enregistré, enfin lorsque j'ai réalisé la vidéo c'était en 1080, en 25 fps, c'est logiquement qu'il me le propose. Je peux baisser la qualité, auquel cas mon fichier sera plus faible, enfin moins lourd. Et après bah, je le mets où j'en ai envie, hein, exporter comme bon me semble. Je peux également le partager sur 3 plateformes de réseaux sociaux, Vimeo, Facebook et YouTube. Alors j'ai essayé de faire une exportation directement sur YouTube, sachant que sur Facebook c'est pas plus de 100 mégas, donc 100 mégas pour de la HD c'est ridicule. YouTube il n'y a pas réellement de maximum. En revanche mon 1080 il a été transformé en 320. Donc le plus simple étant de créer sa propre vidéo, de l'exporter donc, et après de l'envoyer sur YouTube, parce que là ils vont pas vous la changer. Voilà, ça c'est pour le logiciel, et ce qu'il faut savoir également, c'est que ce logiciel, il peut très bien fonctionner avec une GoPro. On mettrait ces vidéos là. Pour l'incrustation par contre, pour avoir les informations, il va falloir avoir soit un lecteur GPS, enfin ça peut être son iPhone hein, tout bêtement, ou alors un GPS d'une marque quelconque, et récupérer les données sous le format .gpx. Et après il faut juste les caler pour que ça tombe pile au bon moment, au bon endroit, mais sinon si on s'est repéré par rapport à l'heure par exemple, il n'y a aucun problème, ça peut fonctionner. Donc c'est édité par Garmin, mais ça n'est pas à destination du matériel uniquement Garmin. Voilà, c'est sur cette dernière vidéo que je vais terminer la réalisation, le montage de cette présentation de la Virbelite, qui est une caméra embarquée qui a un bon potentiel. Alors là, à vrai dire, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Ça me permettra de voir dans les semaines à venir ce qu'elle vaut. Je compte l'utiliser pour toutes les pratiques sportives que je fais, c'est-à-dire de l'escalade, de la natation, enfin la natation. Elle peut aller sous l'eau, mais pas bien longtemps, donc je la laisserai sur un étang ou en mer. En vélo évidemment, et comme ce matin, en course à pied, en essayant d'autres modes pour m'assurer d'avoir un peu moins de roulis, que ça tangue un petit peu moins et que ça donne un peu moins mal de mer, même si on est sur terre. Et dans une prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que j'ai commandé d'autres accessoires, notamment un accessoire qui se fixera sur les bretelles d'un sac à dos. Et je les présenterai assez brièvement, étant donné que là j'ai quand même utilisé une bonne demi-heure pour faire la présentation. L'intérêt c'était de montrer aussi qu'avec l'appareil Garmin que je possédais, le Forerunner 920, ça me permet de la coupler et donc de pouvoir l'utiliser en tant que télécommande. Donc l'un étant utilisable par l'autre. Et comme j'avais des accessoires GoPro, j'ai pu les réutiliser grâce à l'adaptateur qui est fourni par Garmin dans le pack. Voilà, et je vous dis à bientôt, et d'ici là, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec plaisir.